mesdames, messieurs. Merci d'être présents pour cette conférence. En fait, cette conférence est la 8e conférence d'une série de conférences organisées par la Chaire de recherche du Canada sur les politiques éducatives en collaboration avec l'Institut Foucault. Donc aujourd'hui, on a le responsable de la Chaire de recherche du Canada, M. Marois, qui va nous faire une présentation. Mon nom est Pierre Lapointe, je suis professeur au département d'administration et fondement d'éducation. Mon rôle aujourd'hui va être simplement d'animer vos commentaires, vos discussions avec M. Marois, qui va nous faire une conférence d'environ 60 minutes. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont en direct avec nous sur webinaire. N'hésitez pas à faire des interventions s'il y a lieu au moment de la période de questions qui devrait débuter vers 1 heure. Peut-être vous présenter brièvement M. Marois, qui est donc responsable de la Chaire de recherche du Canada sur les politiques éducatives. Il est sociologue, professeur titulaire au département d'administration et fondement d'éducation de l'Université de Montréal. Il a été précédemment professeur de sociologie à l'Université de Louvain. Il a publié plusieurs ouvrages et articles. Récemment, l'ouvrage intitulé « L'école à l'épreuve de la performance scolaire ». Un autre ouvrage intitulé « Les marchés scolaires ». Et bien sûr, plusieurs publications dans des articles. Ses intérêts de recherche portent sur les politiques éducatives, les nouveaux modes de régulation des systèmes éducatifs, les inégalités scolaires, la profession et le travail enseignant, et des thèmes sur lesquels il a publié, différents articles. Donc, je laisse la place à M. Marois. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Je ne l'ai jamais entendu m'appeler M. Marois aussi souvent qu'aujourd'hui, là, juste à l'instant. Bonjour à tous et merci d'être venus alors qu'il y avait beaucoup d'attrait pour d'autres activités. Il y a une longue fin de semaine qui commence très bientôt. Il y a des manifestations en ville. Bref, il y avait plein d'autres choses. C'est donc de tout cœur que je vous remercie d'être là. J'espère que la discussion et la présentation vous apportera des réflexions intéressantes. Je présente aujourd'hui un travail en cours qui est mené avec plusieurs collègues, donc vous voyez les noms ici sur le transparent, notamment André Brassard, Cécile Matou, Samuel Vaillancourt et Anne-Lise Voisin. Et donc c'est un travail en cours. Je vais tout de suite préciser de quoi il s'agit, mais effectivement il porte sur la mise en œuvre de la GARE dans 4 commissions scolaires. La GARE, c'est la gestion axée sur les résultats. Je reprécise très rapidement ce dont il s'agit. Cette gestion axée sur le résultat au Québec, en fait, c'est une forme de politique qu'on peut appeler de gouvernance ou de régulation par les résultats ou d'accountability, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Elles se mettent en place dans de nombreux systèmes éducatifs. Je rappelle au fond qu'on peut considérer qu'elles ont au moins 4 caractéristiques en général. Généralement, elles vont de pair avec des standards de référence pour définir ce vers quoi un système veut aller en termes d'acquisition et d'apprentissage. Donc, il y a des objectifs de référence. Il y a également souvent des évaluations externes qui se mettent en place, des mécanismes alors de reddition de comptes et de suivi de ces résultats. Et enfin, généralement, ces politiques dites de reddition de comptes ou d'accountability vont de pair avec des formes de conséquences pour les acteurs qu'on cherche à responsabiliser à travers ces politiques. Donc la gestion axée sur les résultats, je vais revenir, est une politique qui correspond à ces 4 caractéristiques. Et je vais présenter essentiellement aujourd'hui un travail empirique sur la mise en œuvre de la politique au Québec, en insistant surtout sur des points communs. Alors, cette recherche, en fait, elle est maintenant entamée depuis 3 ans, et en fait, il s'agit d'une double recherche, une qui est financée par le CRSH, et dont un des volets porte, en fait, sur le rôle des commissions scolaires dans la réception, la recontextualisation et l'appropriation de la politique qui était appelée dans cette subvention-là, une politique de régulation par les résultats. Mais c'est en même temps une autre recherche qui est comparative avec la France, qu'on a appelée la recherche New Age, dont j'avais déjà présenté dans cette conférence un des premiers résultats sur les politiques dans son ensemble. Et dans cette recherche New Age, on va comparer, au fond, entre la France et le Québec, la manière dont des médiations par des niveaux intermédiaires,
au Québec, c'est les commissions scolaires, conditionne la mise en œuvre de la politique de Lagarde pour ce qui concerne le Québec. Alors, font partie de l'équipe, donc il y a une double équipe de recherche qui se recoupe en partie, font partie de cette équipe, outre le chercheur principal, mais donc André Brassard, Martial Dembélé, Pierre Lapointe et Claude Lessard pour ce qui concerne la recherche New Age. C'est New Accountability and Governance in Education, New Age. C'est pour ça que les Français ont proposé cette appellation très francophone. Les co-chercheurs pour la recherche RSH, c'est toujours Martial, Pierre Lapointe, Joël Morissette, Amine Tihami qui est collaborateur. Et il y a un certain nombre d'assistants de recherche qui collaborent aux deux recherches, donc à la fois Justine Castonguay, Michel Diatta, Cécile Matou, Samuel Vaillancourt, Marjorie Vidal et Annelise Voisin. Alors je vais d'abord rappeler, beaucoup d'entre vous savent de quoi il s'agit, ce dont on parle quand on parle de gestion axée sur les résultats. Je présenterai le cadre théorique et méthodologique de la recherche, après quoi je présenterai quelques convergences, donc une partie des résultats, parce que franchement il y en a beaucoup d'autres, et des mécanismes de convergence que nous avons constatés entre ces commissions scolaires, et je terminerai par une discussion. Alors, pour rappel ou pour information, pour ceux qui ne sont pas au courant, la gestion axée sur le résultat, c'est une politique qui a déjà une trajectoire relativement longue dans le contexte québécois. En fait, elle dérive d'abord d'une loi en 82 qui porte sur une réforme de l'ensemble de l'administration publique québécoise et qui s'inscrit clairement dans la filiation de ce qu'on a appelé le nouveau management public. Et d'ailleurs, le secrétariat du Conseil du Trésor, dont on entend très souvent parler au Québec, au fond, avait déjà précisé ce qu'il fallait entendre par la gestion axée sur les résultats, ce que j'appelle en fait l'esprit de Lagarde. C'est un peu des principes que la gestion axée sur les résultats, en général, c'est à préciser, précise, et donc on voit que c'est une gestion qui est fondée sur des résultats mesurables, qui répond à des objectifs et à des cibles, en fonction des services à fournir, qui s'exercent dans un contexte de transparence, responsabilisation, flexibilité quant aux moyens utilisés et pour atteindre les buts. Alors, cette gestion axée sur les résultats a été transposée dans le réseau public d'éducation, pas dans le réseau privé. Cette transposition, elle va se faire à l'occasion de la loi 124 en 2002, et la loi 88 en 2008. En gros, on a étudié la gestation de ces lois dans un premier rapport et dans de premières publications du groupe de recherche qui sont parues cette année, notamment dans Éducation comparée. C'est une bonne revue française que j'ai commandée maintenant à la bibliothèque, qui s'est parue aussi dans Télescope, qui est une revue alors québécoise de sciences politiques, mais qui a consacré un numéro aux politiques éducatives. Mais donc, en deux mots, ces deux lois, qu'est-ce qu'elles organisent? Au fond, elles introduisent une planification stratégique obligatoire au niveau des commissions scolaires et au niveau des établissements. Il s'agit de faire des plans de réussite au niveau des établissements. Elle va mettre aussi en place des mécanismes de reddition de comptes sur la réalisation de ces plans. Et la loi 88 va aller un peu plus loin, parce que des dispositions qui étaient en fait dans la loi 124 n'avaient pas été votées, sanctionnées, et elles vont être prises dans la loi 88, lesquelles, eh bien, cette idée de faire des conventions sur des objectifs mesurables. Ce qui était présent précédemment, c'est les objectifs mesurables qui ont été enlevés dans la discussion parlementaire. Donc, la loi 88 rajoute des conventions de gestion entre des établissements scolaires et des commissions scolaires et des conventions de partenariat entre des commissions scolaires et le ministre de l'Éducation. Quel est l'intérêt de ces conventions? En fait, c'est qu'il y a une visée dans cette loi 88 d'alignement du système. Il s'agit que les niveaux établissements et puis commissions scolaires contribuent à des objectifs qui sont fixés centralement par le ministère.
Et dans le milieu, quand on fait des entretiens de terrain, tout le monde nous parle des buts de la ministre. La ministre est partie depuis très longtemps, mais c'est comme si elle était toujours là quelque part, son fantôme est toujours là. Et donc il y a 5 buts qui sont très très connus par, je suppose, tout le monde, ou beaucoup de gens. L'augmentation de la diplomation et de la qualification avant 20 ans, l'augmentation de la maîtrise de la langue française, l'amélioration de la persévérance scolaire, en particulier pour les élèves HDAA, l'amélioration de l'environnement sain et sécuritaire, et enfin l'amélioration du nombre d'élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. Ça, c'est les 5 buts qui sont d'ailleurs, qui étaient au départ chiffrés, et puis qui sont chiffrés obligatoirement par les commissions scolaires quand elles doivent établir une convention de partenariat avec le ministère. Alors, dans les argumentaires que nous avons analysés sous forme de récits d'action publique dans un premier stage de la recherche, ce qu'il apparaissait, c'est que la gare était supposée, aux yeux de ceux qui la défendaient, améliorer la réussite de tous par la cohérence et par l'efficacité de l'action au service d'objectifs mesurables que les lois, en fait, les lois successives allaient amener. Ça, c'était le premier argument central. Le deuxième argument central, qui est souvent oublié déjà par les ministres actuels, c'est que c'était supposé favoriser la démocratie scolaire, dont on parle beaucoup pour le moment, et plus largement la légitimité du réseau public vis-à-vis, sous-entendu, du réseau privé. Donc, par la transparence, la reddition de comptes au public, les lois allaient contribuer à cette démocratie scolaire. Ce sont des objectifs, des éléments qui vont être partiellement repris d'ailleurs au niveau des commissions scolaires. Alors, quels sont les objectifs de la recherche au niveau commission scolaire? Eh bien, c'est de savoir quelles sont les réponses données par ces commissions scolaires face, au fond, à une visée de changement de ce que j'appelle les modes de régulation institutionnelle du système. Et on introduit des modes de régulation sur base des résultats. Donc, comment est-ce que les commissions scolaires y réagissent? Quelle convergence et quelle divergence est-ce qu'on peut constater dans la mise en œuvre de cette politique entre les commissions scolaires? Quels mécanismes, alors, ou quels processus peuvent rendre compte soit des convergences, soit des divergences? Autrement dit, pour revenir à la formulation que j'avais indiquée dans le projet de recherche, quel est le rôle des commissions scolaires dans l'appropriation, la médiation, la recontextualisation de ces lois, et plus largement la recontextualisation de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'esprit de la gare. Pourquoi je parle de l'esprit de la gare? Parce qu'en fait, et on l'avait montré dans l'analyse de la genèse de la loi, les lois 124 et 88 ne sont pas du tout uniquement imbibées, si je puis dire, du nouveau management public. Il y a des tas d'autres éléments, discursifs ou institutionnels, qui sont liés à l'histoire politique de la politique scolaire au Québec. Par exemple, la réussite pour tous, c'est absolument pas dans le nouveau management public. Le projet éducatif que les établissements doivent faire, c'est absolument pas dans le nouveau management. Donc il y a des tas d'éléments discursifs qui vont être combinés et qui ont été combinés dans les récits d'action publique qu'on avait analysés dans la première mouture, la première volet de cette recherche. Donc, pour le moment, je ne vais pas accentuer cet aspect-là, mais je vais accentuer, au fond, l'analyse des convergences entre les commissions scolaires. Alors, quelques mots quand même sur un cadrage théorique et sur les hypothèses initiales qu'on avait. Premièrement, de façon, ici on dit souvent épistémologique, il y a une visée, au fond, de sociologie interprétative ou compréhensive derrière cette recherche. Ça veut dire que l'objectif, c'est au fond d'explorer le sens, c'est-à-dire les significations, et les orientations effectives de la politique à travers sa trajectoire et sa mise en œuvre. Aussi ses enjeux, aussi ses effets voulus ou non voulus. Et cette posture, elle s'appuie sur deux fondements théoriques que je ne vais pas développer, qui est d'une part la sociologie de l'action publique, d'autre part l'analyse néo-institutionnaliste du changement institutionnel. Alors mes étudiants connaissent ces courants-là parce que je les développe au cours d'analyse des politiques éducatives. Donc je ne vais pas vous revenir à tout ce que je dis dans le cours, mais je vais simplement dire une idée clé au fond qui émerge de ces courants-là dans la manière dont ils considèrent des politiques en général et des politiques éducatives en particulier, c'est qu'ils insistent au fond sur la nature bricolée
et la nature évolutive de toute politique, par exemple la gare, ce qui fait que, par exemple, la gare, elle est à la fois empreinte de discours, d'une visée de changement institutionnel qui est portée par certains acteurs, par certains entrepreneurs institutionnels ou politiques, et qui sont apparentes dans l'énoncé de la loi ou dans la gestation, les discours autour de la loi quand il s'agit de la justifier dans l'opinion publique. Et d'autre part, cette politique, c'est aussi un construit social, un construit discursif qui évolue. Et qui évolue comment? Qui évolue dans sa mise en œuvre. Et donc, c'est un construit qui est à la fois complexe, bricolé et évolutif. Donc, qui se transforme dans sa réception sur le terrain. Et donc, la perspective qu'on a, c'est de ne pas du tout de simplement voir une espèce d'analyse de conformité entre ce que font les acteurs sur le terrain et ce que serait le contenu initial et stable et intangible du contenu législatif de la loi 88 ou de la loi 124. C'est pas ça. C'est comment est-ce que cette loi produit des effets, y compris par les acteurs de base. Alors, les hypothèses initiales qui étaient posées, c'était que les commissions scolaires, en fait, sont des agences actives de régulation intermédiaire, et intermédiaires dans un double sens, d'une part parce qu'elles sont entre le ministère et les établissements, c'est évident, et d'autre part et surtout parce qu'elles co-construisent et elles médient la politique par un travail de recontextualisation du prescrit, des finalités, des objectifs et des moyens de la loi. Et donc on posait au départ dans des notes théoriques assez élaborées, qu'on a élaborées de manière assez approfondie, on posait deux grands types d'hypothèses au départ. C'est que face à la gare et à sa visée de changement, les réponses des commissions scolaires seraient conditionnées par deux types de processus de médiation. Un premier, c'est qu'il y a des processus institutionnels de convergence dans le champ scolaire qui poussent les commissions scolaires vers l'isomorphisme. C'est une hypothèse de type néo-institutionnaliste. Alors, il y a plusieurs types de mécanismes sur lesquels je vais revenir, notamment des mécanismes coercitifs par la loi, mais aussi d'autres qui peuvent expliquer des formes de convergence dans ce que font les commissions scolaires et dans la manière dont elles interprètent de manière convergente donc l'incitation au changement que constitue cette politique. Mais simultanément, il y a une hypothèse qui est plutôt tirée de la sociologie de l'action publique qui va insister sur le fait que les contextes locaux, les mécanismes micropolitiques locaux, des situations d'interaction concrètes et situées qui vont amener à des processus de faire sens différents, vont conduire au final à ce qu'il y ait aussi des diversités et des variations dans la mise en œuvre de la gare. Donc on posait ces deux hypothèses. À franchement parler, moi je pensais que le deuxième type d'hypothèse allait être majeur. Donc j'insistais sur le fait qu'ils allaient filtrer, recomposer. En fait, après analyse des résultats, et c'est pour ça que je commence à présenter les convergences sont majeures, plus que les divergences, mais il y en a, et d'ailleurs on est en train, avec André Brassard et les assistants, de travailler sur un deuxième papier qui insiste sur les divergences. Un mot sur la méthodologie. C'est une étude de cas multiples auprès de 4 commissions scolaires. Comment est-ce qu'on a choisi les cas? On ne les a pas choisis. Donc il y a un non-choix des cas. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une information et une prise de contact qui a été faite selon 2 canaux de communication. D'une part des relais, toutes sortes de collègues du département qui m'ont aidé à prendre contact avec des commissions scolaires que j'ignorais complètement puisque je débarquais de l'Europe, comme on dit. D'autre part, après, ça a donné quand même un contact positif avec une des commissions scolaires. Dans un deuxième temps, on a fait un envoi systématique d'un document de présentation de la recherche à toutes les commissions scolaires de Montérégie, Estrie, Outaouais, Laurentides, Lanaudière, région capitale, avec une relance par téléphone. Et au bout du compte, on a pu conduire la recherche dans 4 commissions scolaires qui ont bien voulu participer. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'échantillonnage ni aléatoire, ni raisonné. Il se fait qu'au bout du compte, on a je suis quand même assez content, parce qu'on a au fond d'abord des commissions scolaires qui ont des caractéristiques, qui couvrent assez largement le territoire québécois. Elles sont de taille moyenne
elles sont soit urbaines et semi-urbaines, soit urbaines avec des dimensions rurales. Certaines sont plutôt homogènes et favorisées, et d'autres sont plus défavorisées, avec enfin, restent favorisées, mais avec des poches de défavorisation, ce qui fait que la moyenne de la défavorisation augmente, enfin les indices INSEE augmentent. Mais il ne faut pas oublier, évidemment, qu'il y a un point commun à ces commissions scolaires, c'est qu'elles ont accepté de participer à la recherche, et donc il va y avoir éventuellement des caractéristiques de ces commissions scolaires qui sont liées au fait qu'elles ont accepté. Donc on ne peut pas travailler autrement que comme ça, malheureusement, pour les chercheurs. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? On a procédé donc par des entretiens semi-dirigés d'1h15, 1h30, auprès des acteurs clés de la commission scolaire, donc la direction générale, les directeurs de services éducatifs, ressources humaines, formation professionnelle ou éducation des adultes, des analystes qui s'occupaient notamment des statistiques, des conseillers pédagogiques, le président du conseil des commissaires, pour 2 commissions scolaires, les représentants syndicaux, ce qui fait 61 entrevues. On a aussi analysé les documents officiels liés à la gare, notamment les conventions de partenariat, les plans stratégiques, les ségrés quand ils ont bien voulu nous les donner, parce qu'elles n'étaient pas toujours disponibles. Les ségrés, c'est les conventions de gestion et de réussite éducative. Enfin, on a analysé des documents qui portent, et je vais revenir là-dessus, sur les outils d'analyse statistique, notamment des tableaux Lumix dont je vais reparler. En termes d'analyse des données, en fait, c'est une analyse semi-inductive, c'est-à-dire qu'elle dérivait en même temps des cadrages théoriques que j'ai évoqués, mais elle dérivait aussi du matériau. Donc elles ont été opérées via un logiciel NVivo bien connu, après quoi on a constitué des études de cas sur les 4 commissions scolaires dans un document qui fait 100 à 130 pages par commission scolaire, selon un canevas bien ordonné, qu'on avait descriptif et à la fois analytique. Et dans un troisième temps, oui, on a fait aussi une synthèse de ces études de cas, et dans un troisième temps, on a fait une comparaison systématique des cas à partir de mémos analytiques qui avaient été élaborés à partir des premières analyses de cas. Donc ça, c'est toute la procédure, et l'analyse n'est pas terminée sur tous les points. Alors, quels sont les résultats clés? J'en donne quelques-uns ici, et je ne vais parler que de ce qui est en bleu. D'abord, c'est qu'il y a de fortes convergences qui sont observables dans ces commissions scolaires. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que cette convergence s'articule autour d'une institutionnalisation d'une gestion de la pédagogie. En même temps, les stratégies de changement sont des stratégies d'action sur les actions des autres. C'est ce que Michel Foucault ou Jean Nizet et Étienne Bourgeois appellent des stratégies de pouvoir. Changer l'action des autres, c'est exercer un pouvoir sur les autres. Donc les stratégies de pouvoir combinent des stratégies de persuasion, de légitimation et des stratégies de pression. Je n'en parlerai pas ici. Troisièmement, il y a toutes sortes d'outils de régulation qui sont plutôt verticales et d'autres qui sont plutôt horizontales dans le prescrit de la loi. Les régulations verticales priment sur les régulations horizontales, on peut le démontrer empiriquement. Deuxième gros point, il y a des différences, comme je l'ai évoqué, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, éventuellement dans la discussion. Et il y a un certain nombre de facteurs de convergence qui ne se réduisent pas du tout à l'action des lois. Et donc, ça va montrer que la mise en œuvre n'est pas simplement une mise en œuvre des lois, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Alors, cette interprétation clé que je présente aujourd'hui, qui est une des interprétations, c'est une des idées qui ressortent, c'est que on irait vers une gestion de la pédagogie. En fait, je vais insister donc sur ce point parce que au fond, au Québec comme ailleurs, ça fait longtemps que l'administration scolaire au sens classique est passée de mode. L'administration scolaire au sens classique, c'est administrer les ressources humaines, financières, matérielles d'une commission scolaire. C'est aussi veiller à appliquer les prescriptions et les programmes, les procédures et les règles d'exécution des programmes publics qui viennent au fond des instances centrales. Donc ça fait relativement longtemps
que, ça se fait toujours bien entendu, mais que dans le discours sur les écoles et leur direction, on ne met pas ça de l'avant. On met plutôt en avant le leadership pédagogique ou le leadership transformationnel, sous d'ailleurs l'influence d'un courant bien connu qui s'appelle le School Improvement. Et donc, depuis longtemps au Québec, des termes comme l'animation pédagogique, j'ai trouvé ça dans un rapport fait par notre cher collègue André Brassard et M. Brunet à l'époque, l'animation pédagogique est posée, par exemple, dès les années 85. L'appel au leadership pédagogique est posé depuis très longtemps aussi. Et donc tout se passe comme si, en fait, l'institutionnalisation de la gestion de la pédagogie que la gare va favoriser était en train de mettre en place certains aspects de cette direction pédagogique qui, pour le coup, jusqu'à présent, n'est pas vraiment en place. Pour preuve, le rapport qu'a fait M. Saint-Germain, pour montrer que dans le travail réel des directions d'école, en fait, on fait très peu de ce qu'on peut appeler une animation pédagogique. En tout cas, l'encadrement informel des activités pédagogiques, selon ce rapport, prend très peu de temps et, malgré leurs souhaits, les directions ne peuvent pas s'y consacrer. Donc, le point clé, ça va être que la gare tend à favoriser, ou en tout cas, la mise en œuvre de la gare par les commissions scolaires est une tentative d'institutionnalisation d'une gestion de la pédagogie qui va toucher davantage le cœur de la classe que précédemment et qui va favoriser, et qui cherche à favoriser un recouplage des activités de gestion et des pratiques pédagogiques. Et donc, plus précisément, je dirais, à la faveur de la gare, les commissions scolaires cherchent à étendre l'objet et à renouveler les formes et les outils de la gestion scolaire. Donc, d'une part, elles vont essayer d'affecter de façon plus accentuée la classe et autour de la classe. D'autre part, elles vont adopter des formes nouvelles de gestion qui s'appuient sur une gamme beaucoup plus étendue d'outils gestionnaires, comme des conventions, des outils statistiques d'analyse, des pratiques d'évaluation, d'analyse des pratiques d'évaluation enseignantes. Et donc, un deuxième point à souligner, c'est que cette gestion pédagogique n'est pas du tout exercée uniquement par les directions d'école. Elle est exercée au-delà par les services éducatifs des commissions scolaires et par la direction générale des commissions scolaires. Donc, dans la littérature, on associe toujours directeur d'établissement et gestion de la pédagogie. Ici, il faut oublier cette équation-là. En fait, c'est beaucoup plus large. C'est une espèce d'équipe de gestion, comme on parle de l'équipe école, qui va gérer. Et c'est ce qu'on va voir à travers les premières analyses qui se dégagent. Un premier point pour alors essayer de documenter comment on peut observer cette tendance à l'institutionnalisation de la pédagogie, à travers plusieurs convergences. Une première convergence, c'est que dans les discours, il y a une adhésion de la haute direction des commissions scolaires à la recherche d'alignement et de cohérence qui était présent dans les discours, les argumentaires qui défendaient la gestion axée sur le résultat. J'ai parlé tout à l'heure d'alignement. Ils achètent complètement ce discours-là et ils vont dire, par exemple à la CS2, ils vont nous dire que la gare peut amener une cohérence autour de la réussite des élèves, que l'ensemble des outils de la gare, la contractualisation, la planification, mais aussi d'autres outils que cette commission scolaire va mettre en prendre, devraient concourir à la réalisation des objectifs de la commission scolaire et devraient... à la CS1, c'est pareil, la fixation d'objectifs en cascade est perçue comme centrale à la logique de la gestion axée sur les résultats, et grâce à ça, comme dit le DG, tout le monde contribue aux objectifs de la commission scolaire. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, d'extraits d'entretien, je vais en donner quelques-uns, mais qui montrent cette idée que actuellement, tout le monde va travailler ensemble, il y a un souci de cohérence, et la gare va favoriser cette cohérence. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est que dans 3 commissions scolaires sur 4, les dirigeants, mais aussi les conseillers pédagogiques, je veux dire, ça c'est normal, affirment qu'on n'a jamais autant parlé de pédagogie. Madame Larouche, quand elle est venue présenter, avait dit la même chose. Donc, je vais vous lire
un extrait d'une entrevue d'une DG qui dit « La grande victoire pour moi, c'est qu'on a réinstallé le discours pédagogique. Dans une école, il peut se passer toutes sortes d'affaires pour s'étourdir, être happé par le quotidien, les petits problèmes. Les enseignants qui nous demandaient « Est-ce que je suis obligé d'aller aux formations, aux journées pédagogiques? Est-ce que je suis obligé de… » C'était régulier. On n'a plus ça. Ils sont là, ils sont présents, ils en redemandent. Ils nous demandent de donner d'autres formations. Ça a changé la dynamique pédagogique. Et les directions nous le disent aussi. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus animé, etc. Cet effet-là, pour moi, c'est majeur. Alors, selon notre point de vue, on parle davantage de pédagogie au niveau des enseignants ou au niveau des conseillers pédagogiques. Pourquoi? Parce que les commissions scolaires sont en train de mettre en place différents outils qui enclenchent une gestion de la pédagogie, soutenue tant par la hiérarchie que par les services éducatifs, ce qui va conduire effectivement à ce qu'on parle pédagogie dans les écoles. Et les directions des commissions scolaires étudiées vont mettre en œuvre les outils de la gare, donc les conventions de gestion en particulier, et les conventions de partenariat, en l'utilisant comme levier, c'est un mot qu'ils utilisent très souvent, pour réguler, c'est un mot qu'ils utilisent aussi très souvent, c'est-à-dire pour orienter les établissements, notamment pour tenter de mieux les suivre et de gérer l'efficacité des pratiques locales en matière de pédagogie. Autrement dit, un des enjeux clés, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, pour les commissions scolaires, mais comme pour les enseignants, de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats, est en fait relatif à l'extension effective du domaine de la gestion des établissements à la pédagogie. Alors, je vais illustrer ça en prenant des discours de nouveau de DG. À la CS2, pour la haute direction, les conventions de gestion sont un moyen d'établir ce qu'il appelle une corrélation entre les décisions des établissements, au premier chef leur direction, et leur effet sur la réussite des élèves. Donc on voit ici, au moins discursivement, un souci de mettre fin au découplage en décisions de gestion d'une part, et d'autre part, des résultats pédagogiques. C'est discursif, on est d'accord, ça ne va peut-être pas se traduire dans les pratiques, mais c'est affirmé très très clairement. Je ne dirai pas cette première extrait. À la CS1, dans l'autre commission scolaire, la direction générale adjointe nous dit ceci. Avant, la direction était maître d'œuvre dans son école. Puis, la commission scolaire voyait un taux de réussite commission scolaire. Mais on n'allait pas questionner l'école. Là, c'est tellement précis avec la convention de gestion, quelle idée magique dans le fond que la convention de gestion, parce que, justement, la gestion axée sur les résultats fait en sorte qu'on est allé voir exactement ce qui se passait dans chacune de ces écoles, et puis on les questionne. Alors, ces conventions de gestion, je vais y revenir tout à l'heure, vont être le support d'autres formes à la fois de socialisation et de contrôle et de soutien qui vont s'opérer à travers différents autres outils, dont les supervisions de direction d'école, les tables de concertation de directeurs d'école, mais ça va s'adosser à ce premier outil qu'est la convention de gestion. Mais il y a d'autres outils qui vont être mobilisés et qui vont être articulés aux outils légaux que sont les conventions de gestion, les plans stratégiques, les conventions de partenariat, etc. Je ne peux pas entrer dans les détails de ces outils-là. On a toute une analyse assez précise de la manière dont ils les mettent en œuvre. Je dis tout à l'heure, la régulation verticale prime sur la régulation horizontale. Mais je ne peux pas entrer dans les détails de ces outils-là. Je vais insister sur les autres outils qu'ils mettent en place et qui sont des outils qui ne dérivent pas strictement et directement de la loi. Les autres outils, c'est ce qu'on peut appeler des outils, des instruments de régulation basés sur les connaissances. Là, je reprends une notion qu'a développée mes collègues français avec qui on collabore, Xavier Ponce et Agnès Van Zanten. Ce sont des bases de données, ce sont des outils d'analyse statistique, ce sont des épreuves externes d'évaluation standardisées que mettent en place les commissions scolaires elles-mêmes ou, bien sûr, le ministère. Et l'autre type d'outils, ce sont des outils, au fond,
de mobilisation, de développement, d'accompagnement, d'encadrement pédagogique de proximité des enseignants, mais aussi des directions d'école. C'est les deux. Alors, je vais commencer par les outils de régulation par les connaissances. Un outil dont on parle tout le temps dans les entrevues, mais il faut le voir comme pour ce qu'il est, il s'appelle l'UMIX. C'est un outil que toutes les commissions scolaires utilisent, qui est basé sur, au fond, des bases de données du ministère qui sont transposées dans une base de données qui s'appelle GPI, développée par l'association GRIX. Et l'association GRIX a développé un logiciel d'analyse dynamique de ces données sous forme d'un tableau Excel. Et donc, par exemple, la commission scolaire 1, comme les autres, fait usage de ces données. Grâce à ces tableaux LUMIX, elle fait un suivi et un monitoring des résultats et progrès des écoles qui se développent grâce à l'UMIX. Et elle met à contribution l'expertise d'une direction de la réussite, qui est un service dépendant de la direction des services éducatifs, service qui a été créé spécifiquement pour mettre en place la gare. Ce n'est qu'une personne en fait, mais elle travaille à plein temps là-dessus. Alors tous les établissements de cette commission scolaire ont aussi été équipés du logiciel LUMIX, qui est décrit par les interlocuteurs comme un système précis, fonctionnel, qui évolue au fil du temps, qui offre des possibilités de gestion des données de la commission scolaire. Et ce système stocke et centralise l'ensemble des données des élèves de la commission scolaire, notamment leurs résultats, les taux de performance aux épreuves ministérielles, les taux de fréquentation des élèves, et ça permet de générer pour chaque établissement un taux de réussite, un taux moyen par classe, mais aussi au niveau de chaque enseignant ou de chaque classe. Donc on part de l'individu pour passer à la commission scolaire. Donc là, vous avez un entretien qui nous dit, d'un DGA, qui nous dit, ben, il y a tout. Maintenant, là, par exemple, j'ouvre le mix, je vois mon taux de réussite, je prends l'école X, par exemple, il y avait 27 groupes de sciences. Bon, ben, je sais que le taux moyen, c'est 74% de réussite. Ça, c'est le taux de réussite. Mais je peux aussi avoir le taux moyen en classe. Bon, on a beau avoir 74% des élèves pour l'école, mais ils sont peut-être à 65% dans ce groupe élèves-là. Donc ça fait qu'ils sont proches du 60%, entre parenthèses, note de passage. Ça fait que ça, je peux aller voir ça. Après, je peux aller voir pour tel enseignant. Cet enseignant-là, bon, ben son taux de réussite est moins bon. Après ça, je peux me rendre pour un élève. Tous les garçons, tous les filles, je peux faire ce que je veux avec des chiffres. Je vais vous montrer ce que c'est un tableau LUMIX. Vous ne voyez pas, évidemment. C'est un tableau Excel. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ce petit, mais pour une fois que je voulais utiliser cette affaire-là, bon, il ne veut pas. Ah oui, il faut le mettre dans le machin. Oui, bon, avec ma souris. Donc, ici, vous voyez, il y a une école. En fait, ça porte sur une matière, c'est sciences et technologies. Il y a un aspect de la matière qui porte sur la théorie, qui fait l'objet d'une sanction ministérielle, donc d'une épreuve ministérielle. Et puis, vous avez en fait le résultat de l'école qui va pouvoir être comparé au résultat de la CS4. Ça vient d'un établissement de la CS4. Et puis, ça va être possible de comparer aussi à la région et puis à l'ensemble de la province. Donc ça, c'est une première comparaison qui peut être faite. Une deuxième comparaison qui peut être faite, c'est que dans l'établissement, en sciences et technologies, il y a 4 groupes élèves, il y a 4 classes. On a le numéro 1, 10, 12 et 2. Et puis, pour chaque enseignant, chaque groupe classe, ou pour l'école elle-même, on va pouvoir, je ne vais pas entrer dans les détails, comparer les notes de l'évaluation en classe et la note de modération du ministère. Ça va permettre de pouvoir voir quels sont les enseignants qui appliquent bien les critères d'évaluation du ministère ou de voir s'ils
ils planifient adéquatement la séquence de leur apprentissage en fonction de ce qui est considéré dans un document du ministère comme les apprentissages à acquérir par les élèves. Donc c'est ça un tableau LUMIX. Il y a des formes assez différentes selon les commissions scolaires, parce que c'est assez convivial, enfin relativement convivial comme outil. À quoi ça sert? Ça sert notamment à identifier les problèmes. Et donc, dans toutes les commissions scolaires, toutes les 4, cette analyse des données LUMIX sert à identifier les problèmes afin de mieux prioriser et encadrer le travail d'encadrement et de support, de soutien, de services éducatifs qui est fait pour améliorer les résultats, et donc que les directeurs d'école devraient déclencher dans leur milieu propre avec l'aide des services éducatifs. Ça prend des formes légèrement diverses, mais toutes le font. Et ce travail d'identification est partiellement centralisé ou partiellement décentralisé. Il y a toujours une espèce de balance entre les deux éléments qui jouent. Parfois, les commissions scolaires vont se baser d'ailleurs sur d'autres informations que celles qui sont reprises dans ces tableaux LUMIX. Il peut y avoir, par exemple, au-delà des notes de modération, des analyses faites dans une des commissions scolaires d'échantillons d'épreuves. Ils font des épreuves commissions scolaires. Ils prennent des échantillons et ils analysent d'où vient le problème dans les pratiques éducatives des enseignants. Ça peut être aussi le Case Web, qui est un questionnaire développé par la GRIS sur le climat d'école. Ça peut être aussi des tableaux LUMIX spécifiques créés pour gérer en continu et au jour le jour les absences des élèves, notamment pour viser leur raccrochage. Ça s'appelle le LUMIX absence dans une des commissions scolaires. Mais ça peut être aussi des analyses longitudinales qui sont développées par la commission scolaire et les services d'analyse statistique. Alors, ces identifications de problèmes, voilà ce que on nous a dit dans une des DG. Le signal, c'est la direction qui va nous le dire. Nous, on va vérifier les choses avec M. H de la direction de la réussite. Puis, après, c'est les services éducatifs qui sautent sur la patinoire et on regarde comment on travaille avec cette équipe école-là. Comment on les accompagne là-dedans. On a 2 écoles qu'on a ciblées actuellement. Si on sortait de mes résultats de mathématiques de secondaire 2, ma performance outrepasserait la cible. Et quand je les inclus, on est en échec. Donc, on sait qu'on a de l'intervention précise à faire. Ça nous permet de dire aux services éducatifs, pour ces 2 écoles-là, conseiller pédagogique en français, conseiller pédagogique en mathématiques, faire des interventions intensives pour supporter l'équipe école, comprendre ce qui se passe dans ce milieu-là, pourquoi est-ce qu'on est en échec dans ce groupe-là. Ah, ce groupe-là, c'est ce prof-là, ah ben tiens, donc, on est rendu là. Quand on sait que c'est un prof et qu'il est réfractaire à X, Y, Z, il y a d'autres formes de support qu'on peut apporter. C'est comme ça qu'on travaille avec les directions. Alors, cet rôle d'identification des problèmes, il est favorisé par le fait que dans beaucoup de nos entretiens, on a remarqué une association très claire qui est faite entre les chiffres qui sont associés aux faits par opposition à tout ce qui est perception. Les perceptions sont des représentations liées à l'expérience des acteurs ou à leurs croyances, mais qui risquent d'être filtrées, biaisées, soit par leurs affects, soit par leurs préjugés. Et donc, de façon très très systématique dans toutes les commissions scolaires, le fait de passer par des chiffres semble être associé avec une visée et une d'objectivation de la réalité. Les chiffres permettent d'objectiver la réalité, et dès lors, ça permet de justifier des choix, et en particulier des choix et des décisions de gestion, notamment en matière de pédagogie, qui sont alors basés sur des faits avérés, des éléments qui paraissent comme des certitudes, et qui sont opposés, comme je le disais, aux perceptions. L'extrait qui est un extrait d'un coordinateur des services éducatifs est le suivant. C'est un outil dont on a besoin, les résultats LUMIX, pour être capable de dégager nos priorités. Puis, dans une période, comme je peux juger, où je vais mettre mes ressources, dans une période de restriction budgétaire, comment je peux juger où je vais mettre mes ressources, qui sont quand même limitées. Mais il faut que je priorise à partir de quelque chose qui n'est pas une perception,
ça me prend des faits pour lesquels je vais m'appuyer pour déployer mes ressources. La même idée d'objectivation de la réalité est mobilisée par les directions des services éducatifs comme un moyen, au fond, de convaincre notamment les enseignants de changer. Parce que l'objectivation, il est difficile de se dérober à ce qu'on peut appeler une définition institutionnelle de la réalité, qui est portée par ces chiffres et qui est portée par une hiérarchie, sous peine de véritablement être de très très mauvaise foi ou de très mauvaise composition. Et donc, ça va être fortement mobilisé pour orienter l'action des services éducatifs. Ça, c'est un exemple de tout ce qui est outil de régulation par les connaissances. D'autres outils se mettent en place qui sont des outils d'accompagnement et d'encadrement articulés au suivi des résultats. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les développer, mais ils sont au moins de 4 types. Les premiers, c'est plutôt des outils d'encadrement des directions d'école. Les 2 derniers, c'est plutôt des outils d'encadrement des enseignants. Ce n'est pas exactement les mêmes acteurs qui vont intervenir. Les premiers outils d'encadrement des directions d'école, c'est ce que les commissions scolaires appellent tantôt des tables de concertation ou des communautés de collaboration pour la réussite. Donc il y a des noms divers dans les commissions scolaires, mais ils réunissent leurs directions. Et dans ces réunions sur les directions, ils abordent les problèmes de gestion ou d'administration, mais aussi les problèmes pédagogiques. Et par exemple, à la CS2, les communautés de collaboration pour la réussite ont été développées en partant du principe que parce que la gare, pour avoir des résultats, pour arriver à notre politique axée sur les résultats, nous on s'est dit, mais il faut donc rendre nos écoles efficaces. Et donc ils vont développer des communautés de collaboration pour la réussite où ils vont donner une série de formations et de suivi en s'inspirant directement des préceptes ou des conseils de ce courant de recherche sur ce qu'est une école efficace. Et par exemple, le thème de l'année où se déroulaient les entretiens, c'est le leadership pédagogique, qui a été interprété par la DGA qui s'en occupe comme un couplage fort des pratiques enseignantes avec les prescriptions du MELS. Elle va dire, est-ce qu'ils sont forts au niveau pédagogique? Est-ce que l'évaluation est faite en conformité? C'est toutes des questions que doivent se poser les directions. Est-ce que la planification du cursus ou du programme est faite en conformité avec un programme? Est-ce que c'est arrimé verticalement, c'est-à-dire entre la première et la deuxième année, etc. Donc, première forme d'outil d'encadrement qui va être suivi, c'est 4-5 séances par an, par les directions d'établissement. Il y a d'autres commissions scolaires où on met en jeu les résultats LIMIX et les comparaisons entre les établissements. Un deuxième outil d'encadrement, qui est dérivé de la loi très directement, c'est les supervisions des directeurs d'établissement, notamment au moment du suivi de leur convention de gestion et de réussite. Après, je dirais un mot de communauté d'apprentissage professionnel qui est au niveau des enseignants et des épreuves obligatoires supplémentaires que les commissions scolaires mettent en place. Alors, au niveau de la supervision des directeurs par les ségrés, à la CS4, par exemple, toutes les directions sont rencontrées 2 fois par an par les DGA ou DG de la commission scolaire, une rencontre dans l'établissement à l'automne, une rencontre de suivi au mois de mai. À la commission scolaire. Leur durée est d'1h30 à 2 heures. Chaque superviseur prend la convention, il va voir si les résultats ont été atteints. Avant la rencontre, il doit y avoir une pré-analyse de fait par le directeur d'école à l'aide de l'UMIX. La supervision se fait principalement sur base des éléments de la convention de gestion. Et les directeurs d'école ne rendent pas compte dans cette commission scolaire-là sur des cibles, mais sur des progressions de résultats. Donc chaque équipe de direction doit être alors capable surtout d'expliquer pourquoi cet état de choses s'opère. Le problème n'est pas de ne pas rencontrer une cible, le problème est de ne pas pouvoir expliquer pourquoi on ne rencontre pas une cible. Et ce qui est attendu, au fond, c'est un travail de réflexion, mais il y a une attente que les directions d'école prennent ses responsabilités au sein de l'école une fois qu'ils connaissent les sources des faiblesses.
Et la DGA, dans cette commission scolaire, nous dit, par exemple, moi, je travaille beaucoup pour leur donner, justement, qu'ils prennent leur position de gestionnaire. Et ça, c'est très difficile. Je trouve que c'est le courage qui manque, de dire, je suis. Je ne dis pas qu'il faut le faire en fou, là, mais c'est moi qui dirige l'école. Je dirige sans m'excuser. Je le fais correctement. J'ai pas eu le temps, mon équipe n'est pas là, je peux-tu avoir un délai? Alors ça m'irrite, mais je vis avec ça, mais ça m'irrite. Donc on voit bien très clairement, et ça ici c'est dit de manière particulièrement explicite, mais ça s'est retrouvé dans pratiquement les 4 commissions scolaires, les attentes qui sont maintenant liées de la part des directions pour qu'ils, non seulement qu'ils remplissent leur convention, mais qu'ils fassent un suivi de leur convention. Alors un des suivis de la convention qui est obligatoire dans 3 commissions scolaires sur 4, c'est les communautés d'apprentissage professionnel. Et donc, je ne vais pas lire ce long extrait ici, mais c'est un long extrait qui est tiré de la commission scolaire 2. Donc, c'est une communauté d'apprentissage qui est née sous l'impulsion des services éducatifs, qui avait remarqué que les taux de réussite en français 5e secondaire étaient très bas. Ce qui a conduit à conclure que c'était la principale cause de non-diplomation. D'où, dans toute la citation, il y a une explication de la manière dont des suites qui ont été données à ce constat-là et qui illustre assez clairement comment la mise en œuvre de la gare par cette commission scolaire implique une gestion, un encadrement d'un travail d'amélioration obligatoire des pratiques pédagogiques par les enseignants. Je vous laisse peut-être un tout petit, je ne sais pas si vous pouvez bien lire, peut-être pas, mais comme le temps avance, je crois que je vais la passer. Un dernier, c'est des exemples, mais on pourrait donner d'autres exemples de ces CAP qui prennent des formes différenciées, des modalités différenciées. Parce que je veux toujours illustrer, c'est comment il y a des outils maintenant qui deviennent des outils clairement de gestion de la pédagogie. À la CS4, il n'y a pas de communauté d'apprentissage professionnel, mais il y a tout un travail autour des pratiques d'évaluation. D'une part, ils font des analyses assez poussées de pourquoi il y a des écarts, au-delà de la modération faite par le ministère. Il y a des analyses d'échantillons d'épreuves, comme je disais tout à l'heure. Et à partir de ces écarts, on va inciter fortement les directions d'école, notamment dans les entretiens de supervision, à réduire les écarts et à mobiliser leurs conseillers pédagogiques qui, dans cette commission scolaire-là, sont décentralisés au niveau des établissements. Et donc, ils vont mettre en place, avec le soutien des directeurs adjoints des écoles, des formes de réunions qui vont concerner soit une discipline, soit une année, en fonction des résultats LUMIX. Et donc, la visée, ce sera de réduire notamment les écarts entre pratiques d'évaluation et, en classe et pratiques d'évaluation du ministère. De mieux expliquer à tous les enseignants quels sont les critères d'évaluation, de les inciter fortement à respecter le programme pour que les résultats suivent. Cette commission scolaire va aussi réactiver des épreuves uniques, de la commission scolaire, notamment à la fin du 2e secondaire, qui avaient été abandonnées, mais qui ont été réactivées avec d'autres commissions scolaires. Et les CP nous disent d'ailleurs que lorsqu'il y a des épreuves obligatoires, les enseignants ne prennent plus aucune liberté. Ça va être un des éléments clés à travers lequel ils vont pouvoir agir sur l'action des autres, ici les enseignants. Donc en résumé, avec le développement de la gare, la gestion de la pédagogie prend de nouvelles formes. Elle s'étend et elle tend de plus en plus à toucher le cœur de l'activité pédagogique, à savoir la classe. Donc la pédagogie, je prends une définition dérivée de Basil Bernstein, c'est à la fois les contenus qui sont transmis, c'est à la fois les relations sociales qui sont engagées dans l'action de transmission, et c'est à la fois les pratiques d'évaluation. Mais donc cette pédagogie est soumise à une activité de gestion beaucoup plus systématique, avec différents outils de planification, de suivi, de coordination, de contrôle, en vue d'améliorer l'efficacité de ces activités en regard des objectifs fixés soit par la commission scolaire, soit par le ministre. La pédagogie est aussi soumise davantage que par le passé à un rapport de pouvoir, donc d'action sur l'action des autres, dans la définition des objectifs. Là, c'est au départ plutôt le ministère qui les fixe, mais les commissions scolaires les répercutent. Dans le choix des méthodes et techniques,
parce qu'il y a aussi, j'en ai pas donné l'exemple, mais des incitations à prendre telle ou telle approche pédagogique que la recherche a démontrée comme la plus efficace. Mais c'est aussi dans le contrôle de leurs usages effectifs et efficients, dans le pouvoir d'imposer des correctifs et des régulations en cas de manquement au regard des résultats visés. Et donc le contrôle ne se fait plus uniquement en termes de conformité à des programmes ou à des règlements, mais de conformité de l'usage de telles techniques en fonction du résultat qu'il produit. Donc cette gestion pédagogique, elle me semble relativement nouvelle. La gestion pédagogique comme telle, j'ai un grand débat avec André Brassard là-dessus, n'est pas nouvelle, mais la gestion pédagogique dans cette forme-là, en tout cas, est relativement nouvelle. Et il est en tout cas plus directif que ce dont on parlait dans la littérature quand on parle, par exemple, de leadership transformationnel, où il s'agit de créer les conditions d'un climat d'école pour que l'équipe, collectivement, de préférence, se saisisse de ce problème pour améliorer la réussite de tous, améliorer la performance, pourquoi pas, ou l'équité. Ce n'est pas du tout le même processus. C'est une autre forme de gestion, disons, plus directive. Alors je voulais terminer en disant, mais au fond, à quoi c'est dû, tout ça? Est-ce que c'est simplement la loi? Alors, c'est clair qu'il y a des mécanismes d'isomorphisme qui expliquent les convergences que j'ai expliquées, qui peuvent être liées à la loi. Ceci dit, dans une des commissions scolaires, en tout cas, ce type de gestion, ce type de suivi des résultats des établissements était mis en place avant la loi 88. Et il y avait déjà des écoles ciblées, il y avait déjà des soutiens de ces écoles ciblées dont les performances étaient trop basses, mais avec des incitants et des bénéfices pour l'école, ce qui a été supprimé par la suite. Donc, la loi a été clairement un élément déclencheur, au moins dans 3 des 4 commissions scolaires, mais il y avait déjà parfois des initiatives qui précédaient. Un deuxième élément qui est assez important, c'est le mécanisme que les néo-institutionnalistes appellent mimétique, c'est-à-dire qu'il y a une influence externe qui joue, où on va s'inspirer de méthodes ou de solutions développées ailleurs. Et là, pour le coup, c'est l'influence d'expérience en Ontario. Donc, dans 3 des 4 commissions scolaires, ils nous parlent d'une inspiration directe qui peut être très importante. À la CS2, c'est extrêmement important. Il y a même un consultant qui a été engagé, qui est un ancien DG d'une commission scolaire de l'Ontario, qui a été mis en place pour mettre ce qu'ils ont appelé une charte de la nouvelle gouvernance qui réapproprie en son sein les objectifs de la loi 88, mais qui la dépasse. Et dans 2 autres commissions scolaires, c'est pareil. Il y a une seule commission scolaire où on ne nous parle pas de l'Ontario. Troisième mécanisme, je disais tout à l'heure que la loi 88, ce n'était pas simplement le nouveau management public. En fait, la loi 88 ou la loi 124 réapproprie des éléments beaucoup plus anciens. Et donc, en fait, quand ces lois débarquent sur les terrains, c'est des terrains, en fait, relativement préparés. Et je vais prendre deux exemples. Ça veut dire que il y a un certain nombre d'évidences, soit normatives ou de normes partagées qui préexistent. Par exemple, l'idée de réussite de tous, qui a été repris dans l'argumentaire de la loi 124, menée par les ministres pour défendre la loi 124 et puis la loi 88, c'était une fois un ministre du PQ, une fois un ministre libéral, se sont clairement adossés à l'idée de réussite de tous, qui date bien sûr des États généraux. Cette mobilisation de la réussite de tous, elle est, comme je le disais, pas dans le nouveau public management, mais elle est mobilisée à tous les niveaux pour justifier la mise en place de ces modes de gestion. Un autre élément qui préexiste, c'est une représentation qui est relativement répandue parmi les interlocuteurs, c'est le fait qu'il est possible d'agir à travers les établissements et les équipes éducatives sur l'efficacité scolaire. Alors, c'est très clairement c'est très clairement le cas à la CS2 où explicitement il se réfère à l'école efficace, mais c'est une manière plus large, c'est présent ailleurs, même s'il ne nous donne pas, il ne faut pas de référence explicite au courant de recherche de l'école efficace. Et dernier élément qui explique les mimétismes, c'est que les outils dont j'ai parlé sont en partie développés par le ou la GRIX, je ne sais jamais très bien s'il faut dire le ou la, qui est donc une association
qui est largement contrôlé par l'ensemble des commissions scolaires, qui était auparavant un service du ministère, mais qui est devenu une organisation sans but lucratif, qui a développé les outils Lumix, GPI, CaseWeb, dont j'ai parlé tout à l'heure. La diffusion et les formations qui sont faites à l'occasion de la diffusion de ces outils contribuent largement à non seulement développer l'outil lui-même, mais développer le mode d'emploi de l'outil. Dernier point, donc c'est ce qu'on pourrait appeler des organismes intermédiaires experts qui ne sont pas, et je crois qu'il faut le souligner, il n'y a donc pas que des entrepreneurs politiques qui mettent en place la gare. Il y a des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs, je dirais, c'est un organisme expert qui diffuse des outils qui contribuent à orienter les pratiques des commissions scolaires et des établissements. Et dernier point, il y a plusieurs experts universitaires qui ont circulé pas mal dans les 4 commissions scolaires. Il y en a un en particulier qui est apparu dans les 4 commissions scolaires et qui explique à travers des conférences comment il faut mettre en œuvre l'esprit de la gare et qui donne éventuellement un certain nombre d'outils. Chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on a retrouvé dans toutes les commissions scolaires le même vocabulaire. On va forer dans des tableaux Lumix. Il y a des zones de vulnérabilité en rouge dans les tableaux Lumix qui vont apparaître, des zones en vert. Tout ce vocabulaire, ce qu'on a appelé un idiome technico-gestionnaire, n'a pas été inventé par les commissions scolaires, il est diffusé par ces organismes experts. Je conclus là-dessus, parce qu'il est temps. Donc il y a convergence, me semble-t-il, autour d'une tentative par les commissions scolaires de mobiliser ou de s'appuyer sur la mise en œuvre de la gare pour mettre en place une institutionnalisation plus poussée et renouvelée de la gestion de la pédagogie. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ces convergences ne sont pas du tout uniquement un effet de la loi. Et je pense que c'est important à retenir, parce que j'entends beaucoup de gens qui analysent toujours la gare comme c'est une injonction de la ministre ou du ministre. Oui, mais c'est bien d'autre chose que ça. Donc, il y a les mécanismes que je viens d'évoquer. Alors, je voulais, pour ouvrir un peu la discussion, dire que, de manière assez prudente à ce stade-ci, cette forme de gestion de la pédagogie n'est pas sans dérive potentielle, même si je n'ai pas axé mon exposé là-dessus. Un premier point qui apparaît assez clairement, c'est que cette gestion de la pédagogie, elle se focalise sur les matières à sanction, puisque c'est là-dessus qu'on a les données, et c'est là-dessus qu'on est évalué. Alors ça, c'est pas vraiment un scoop, c'est-à-dire que la plupart des études nord-américaines sur la accountability dure avaient déjà montré cet effet-là, mais ici, on n'est pas dans une logique d'accountability dure. Dans un article que j'ai fait avec Annelise Voisin, on typologise des politiques d'accountability et j'appelais la politique, l'énoncé de la politique québécoise comme une politique plutôt néo-bureaucratique. Il n'empêche que ce n'est pas donc une politique dure, mais ça produit probablement le même effet. Un deuxième point, c'est qu'il y a une croyance, de mon point de vue, trop unilatérale dans les données et un risque de surinterprétation de ces données. Par exemple, on mobilise surtout des données brutes, sans vrai contrôle des facteurs externes, ce qui est d'ailleurs impossible techniquement, en fait. Donc il n'y a pas d'analyse de ce qu'on appellerait la valeur ajoutée, comme c'est le cas, par exemple, en France ou même en Angleterre. Un troisième enjeu qui est fortement déjà apparu dans les entretiens et qui va apparaître dans la suite de la recherche, c'est l'enjeu que posent d'ailleurs les syndicats enseignants et les enseignants, c'est l'enjeu de la perte d'autonomie professionnelle, la perte de professionnalisme enseignant. Et un dernier point, c'est que, bon, j'ai parlé d'une tentative, une stratégie d'institutionnalisation, mais ça ne veut pas dire que l'institutionnalisation est acquise, réussie et définitive. Ce sera justement l'objet de la suite que de montrer. Mais donc, cette institutionnalisation est loin d'être acquise. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte opposition syndicale et des rapports souvent critiques ou ambigus de la part des enseignants, voire des directeurs d'établissement. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, ça les concerne aussi. Alors, une question qu'on peut se poser, excusez-moi de l'anglicisme, c'est est-ce qu'il y aurait un trade-off positif, c'est-à-dire qu'on pourrait, du point de vue de la société ou du point de vue du politique, arguer que l'alignement accru des pratiques pédagogiques dans les écoles ou des écoles elles-mêmes, ça vaut le coup, même s'il y a perte d'autonomie professionnelle, si c'est compensé par une amélioration qualitative et quantitative des résultats. On pourrait très bien
C'est un peu ce qui se passe aussi dans le secteur de la santé, hein, quand vous écoutez M. Barrett. C'est OK, vous allez avoir moins d'autonomie professionnelle, mais les clients vont être plus contents, donc pourquoi pas. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir vraiment une amélioration? Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. On a déjà des données qui permettent de douter un petit peu du point, mais en plus, le problème, c'est qu'on peut très difficilement attribuer des améliorations effectives à la politique en question. Et donc, la fin de cette recherche, ce sera d'analyser d'une part davantage l'instrumentation, c'est en cours, notamment ces fameux tableaux Lumix et ce qu'ils produisent, mais aussi de savoir comment la gare est vraiment reçue par les acteurs de première ligne, à savoir les directions, là on a déjà pas mal d'entretiens, mais aussi les enseignants, on a aussi quelques entretiens, pas assez selon moi, où donc une double question va se poser, c'est la question de la légitimité et de l'institutionnalisation effective de cette gestion de la pédagogie, la question de savoir si effectivement ça passe par du couplage accru de leurs pratiques, jusqu'à quel point, et puis de voir les points de tension ou les effets inattendus de cette... voilà. Merci pour votre attention.